merci. Je mets juste ma petite machine en marche pour le temps. Mesdames et messieurs, je suis ravi de me retrouver pour la deuxième fois ici avec vous. Alors, on parle d'hommes augmentés, on parle d'intelligence artificielle, de robots, de tous ces thèmes qui à la fois fascinent et paniquent. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir, nous, les pauvres humains, pâteaux et lents, face à des machines qui auraient des QI de 3000, quand on se balade à la Pralienne en moyenne à 100. On voit tous ces délires qui sont en train de gonfler dans un système extraordinairement bien fait, qui est un système marchand, qui vous pousse à sécréter de la dopamine pour aller liker tous les jours en vous disant que j'ai encore plus d'amis sur Facebook, ou pour follower sur Twitter, ou pour chapper sur Instagram. C'est une machine pire que les bandeaux manchots, que les bandits manchots, que les bandeaux manchis dans les casinos. Et vous remettez 1 euro, et là vous remettez un like, je like. Nous sommes emprisonnés dans un système qui nous tient. Et moi, quand je clique sur Internet, je reçois effectivement des pubs d'assurance pour obsèques, de baignoires avec porte, de fauteuils roulants et d'escalators d'appartements. Donc j'aurais dû tricher, mettre une date de naissance différente. Je cherche peut-être avec d'autres propositions. On voit bien que nous sommes quand même surveillés par Big Brother, ce n'est pas un vain mot. Google, Apple et les autres GAFA sont là. Quand on voit que la valorisation d'Apple atteint les 900 milliards de dollars, c'est à celui qui va atteindre les 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire quasiment la moitié du PIB français. On est sur des systèmes extraordinairement puissants, mais bref, la mondialisation qu'ils entraînent n'est pas nouvelle. Si on regarde, Sumer avait sa mondialisation, l'Égypte aussi, et puis Athènes qui avait sa mondialisation méditerranéenne, Rome, et puis ensuite l'Europe. C'est elle qui a quitté, qui est partie vers les continents. Et aujourd'hui, la mondialisation, elle n'est plus européenne. Vous avez plus de 3 milliards d'Asiatiques, 1,4 milliard d'Indiens, 1 milliard d'Américains. Nous sommes 510 millions, avant que l'Angleterre ne quitte l'Europe, on sera à 440 millions. Cherchez l'erreur. Nous piétinons dans un monde qui galope. Et notre vieille Europe est en train de rester rassasiée, repue, parce qu'il y a des bons vins, des bons fromages, un climat sympa, des routes, des TGV, on avait de quoi téléphoner, et qu'on se fiche un peu du reste. Nous ne mesurons pas que les trains passent à toute vitesse, et nous sommes là, gavés, heureux, en train de se faire avoir. Il n'y a pas un géant européen capable aujourd'hui de lutter contre ces machines d'une puissance folle que sont les GAFA ou les pactes chinois avec Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, des machines à gagner le monde. Donc l'Atlantique est mort, tout se passe du côté du Pacifique, et nous regardons ce qu'ils font, et nous utilisons leurs instruments, jusqu'à ce que certaines entreprises américaines sont utilisées par la défense française pour aller crypter les messages, comme nous ne savons pas le faire, donc on se pose des questions. On a su gagner Airbus, on a su gagner un certain nombre de marchés, mais là, sur ce qui est effectivement de l'informatique, du numérique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, nous sommes des nains. Et c'est grave, parce que la bataille est perdue dans la mesure où ce sont, vous le savez, moins la puissance des algorithmes qui font la qualité des résultats, mais bien plus le nombre de données qu'on injecte dans un algorithme. Quand on a un algorithme faible avec des milliards de données, on obtient des résultats au pourcent près. Quand on a un algorithme extrêmement puissant avec très peu de données, on a un résultat à 50% faux. Et donc, nous avons des boîtes comme Atos, mais qui a été incapable encore hier de se marier avec Gemalto, la boîte de plus. Donc 2 boîtes françaises capables de faire quelque chose, et voilà, ben non, on ne s'entend pas. Et pendant ce temps-là, les trains continuent à passer. Donc il faut bien mesurer que nous risquons, là oui, nous, d'être les esclaves des autres. Et que nous risquons de passer sous la domination de civilisations qui ne sont pas les nôtres. Et quand vous regardez Watson, l'ordinateur d'IBM, qui aujourd'hui permet d'assurer un certain nombre de diagnostics et probablement de propositions thérapeutiques, Watson utilise quoi? Essentiellement des centres anti-cancer américains ou à culture américaine, de médecins formés aux États-Unis. Donc là encore, nous n'existons plus, et pourtant nous ne traitons pas les malades de la même façon.
On sait bien que c'est par l'économie que les cultures se créent. Ce n'est jamais la culture qui crée l'économie, c'est l'économie qui crée la culture. C'est les empires qui ont créé les cultures. Et vous avez de très belles cultures qui existent probablement chez les peuples primitifs qu'étudiaient Lévi-Strauss, par exemple, ou qu'étudient les ethnologues aujourd'hui. Ces cultures-là n'ont jamais débordé leur espace vital. Donc si nous n'avons pas les process économiques, nous n'aurons pas la possibilité d'assurer les cultures. On voit très bien avec Netflix, qui est en train de ramasser la totalité du cinéma mondial. Le cinéma français, qui était un des rares à persister en Europe. L'italien a disparu, l'anglais a disparu, l'allemand n'a jamais existé. Nous étions subventionnés, effectivement, mais aujourd'hui, quand on voit Netflix qui est en train de se taper les studios d'Hollywood, vous mesurez les ravages que sont capables de faire des entreprises qui utilisent le numérique à bon escient ou à mauvais escient. Et donc, que va-t-on devenir dans ce monde de plus en plus numérisé, de plus en plus organisé, où on est de plus en plus épié? Je suis convaincu qu'un jour, le mensonge redeviendra une belle vertu. Alors, je parle du mensonge pieux, disons au moins l'omission, et qui va peut-être pouvoir apprendre à se cacher, parce que peut-être que l'une des solutions, elle est provocatrice, mais ça m'amuserait qu'on le fasse un jour, c'est d'arrêter toute connexion une semaine. Vous tuez ces géants, puisqu'ils ne vivent que de la pub. Google fait 50 milliards de dollars de profit uniquement sur les annonceurs qui nous envoient leurs cookies. Donc, ils sont extrêmement puissants, mais en même temps extrêmement fragiles si nous, les humains, voulons leur faire comprendre ce que nous sommes. Et l'intelligence que sortent les ordinateurs est une microscopique intelligence par rapport à l'intelligence globale que nous avons. Vous le savez bien, nous avons une intelligence manuelle, une intelligence émotionnelle, amoureuse, artistique, sociale. On peut les multiplier par 10 000, les intelligences. Là, on vous parle juste du calcul. Il est vrai que je suis incapable de me battre contre le plus gros ordinateur chinois, qui est le plus puissant au monde aujourd'hui, et fait avec des pièces chinoises et non plus américaines, et qui a été capable d'assurer 93 pétaflops, c'est-à-dire 93 millions de milliards d'opérations par seconde. Mon cerveau est incapable de le faire, et c'est pas grave, c'est lui qui comptera pour moi. Bon, ça ne me gêne pas, je l'aurai dans la boîte, mais ce que je ne veux pas, c'est être l'objet de ceux qui me disent « Ah, mais après tout, on répare bien les parkinsoniens, on les empêche de trembler en leur mettant un peu d'électricité dans la tête. Pourquoi ne ferait-on pas pour nous améliorer encore nos mouvements chez l'homme normal ?» On me dit « Mais on vient effectivement, tout récemment, les Américains ont excité l'hippocampe qui a permis de rendre 15% ou 20% de mémoire à des personnes qui commençaient à être déficients. Pourquoi moi, qui suis normal, je n'augmenterai pas ma mémoire? Va-t-on aller donc vers cette augmentation des capacités cognitives et physiques, du building cérébral comme du building physique? Vous avez certains qui l'ont fait, un dénommé David Zeiner, PhD américain, biologiste, sur YouTube, vous vend son kit du petit ciseau moléculaire de notre collègue Charpentier, le CRISPR-Cas9, en vous disant, faites ça dans votre garage, transformez-vous, augmentez-vous, et lui-même a pris de son ADN, l'a modifié avec le petit ciseau moléculaire, se l'est réinjecté dans le bras, en empêchant que la myostatine, qui limite l'augmentation des muscles, joue. Et donc il attend de voir son bras gonfler. Et il vous présente ça sur YouTube en disant, fini la science, fini les grands laboratoires, vous pouvez tout faire dans votre garage, la science est à tout le monde, démocratie scientifique, on est dans du délire total. Et on va probablement, avec ce genre d'histoire, on va probablement aller jusqu'à créer le monstre. Parce que nous sommes faits comme ça, nous n'avons pas de frontières. Et si on regarde ce que sont les animaux, ils ont des neurones de lieu, ils savent comme moi, que je suis ici à l'Institut du cerveau et de la moelle, à la Pitié-Salpêtrière, ils ont des neurones de grille qui leur permettent de connaître le trajet, de le faire à l'envers, je sais d'où je viens, Paris 3e, j'y retournerai. Ils ont des neurones de frontières. Ils s'arrêtent, ils ne sortent jamais de leur territoire, sauf lorsqu'il y a des conditions dramatiques, climatiques, famine ou prédation aggravée. Alors que nous sommes capables d'aller au-delà du raisonnable.
au-delà de ce que nous connaissons. En tout cas. Et quand Sapiens, il y a 60 000 ans, est parti de l'Afrique et a rejoint les îles de la Sonde, les paléogéontologues nous racontent que entre l'île la plus proche de l'Australie, le détroit le plus petit était de 80 km. Ça veut dire que Sapiens, notre ancêtre, ne voyait pas ce qu'il y avait à l'horizon. Il ne voyait pas l'Australie. Et il est parti avec ses radeaux, comme Kon-Tiki essayait de le faire, comme Torrederal avec l'expédition Kon-Tiki essayait de le faire. Il est parti avec ses radeaux sans savoir où il allait. Ça, un inconnu. C'est un côté merveilleux parce que c'est nous, en même temps extrêmement dangereux. Et si je fais une autre comparaison, si vous regardez l'énergie atomique, où en juillet 1945, quand Robert Oppenheimer appuie sur le bouton du projet Manhattan et il voit le panache nucléaire s'élever, il prend peur. Et il cite la Bhagavad Gita, où le prince Arjuna est là sur son éléphant de combat, prêt à engager la bataille, et il a des membres de sa famille qui sont avec lui comme soldats. Et il s'adresse à Vishnu en disant « Vishnu, j'ai peur pour les membres de ma famille. » Et Vishnu lui répond « Oui, Arjuna, je sais, mais je suis le semeur de mort, le destructeur des mondes. » 3 semaines après cet essai, Hiroshima explose. 1 mois après, Nagasaki explose. Depuis, aucune bombe n'a pété. Même si le petit et le grand, d'un côté et de l'autre, sont là à se faire des muscles. Aucune bombe n'a pété. Pourquoi? Parce qu'une conscience humaine a été prise. Bertrand Russell a lancé son appel en 1955 et en 1967, le premier traité de non-prolifération existait et il tient toujours, même s'il y a des tentations. Nous sommes en permanence dans le rapport bénéfice-risque. Parce que cette énergie atomique qui a été découverte par nos collègues scientifiques, nous l'utilisons, nous les médecins, tous les jours. On s'électrifie en France avec ça, avec nos centrales, et en même temps on fait des scintigraphies osseuses, des irradiations multiples. Bref, nous avons un bénéfice à avoir connu et à avoir compris l'énergie atomique. Et nous en avons aussi des dangers. C'est toute la problématique de ce qui se passe aujourd'hui en matière de numérique. Et c'est pour ça que les médecins que nous sommes sont très impactés, pour utiliser un mot à la mode que je n'aime pas trop, parce que nous nous retrouvons dans ce rapport entre quoi faire, ne pas faire plus mal que la maladie, le fameux primum non nocere. Et nous sommes aussi touchés par tous ces outils. Moi, le chirurgien, j'ai été rejeté, je vous l'avais dit quand j'étais déjà venu ici, rejeté de la table d'opération, et j'opère à la distance de la batterie qui est là, les malades étant ici, avec des joysticks. Et demain, nous aurons des opérations totalement robotisées. Je travaille sur un projet pour la prostate, pour la section de la prostate, qui sera entièrement automatisé. Nous n'aurons plus qu'à regarder faire. Donc on voit bien toute cette problématique d'une machinerie exceptionnelle. Tant mieux, vivent les scientifiques et vivent nos collègues. Pas de principe de précaution à la recherche, mon Dieu, surtout pas. Jamais. Il faut que les chercheurs puissent avoir la liberté d'inventer, de comprendre, de regarder surtout, car souvent cette recherche est un regard différent des autres, qui bouleverse complètement l'establishment, c'est souvent cela. Mais à partir de là, nous aurons à réfléchir sur les dérivés techniques de ces progrès scientifiques, qui, eux, posent des questions éthiques et qui nous amèneront à nous réunir tous ensemble, certainement, au-delà de la France, au-delà de l'Europe. J'ai proposé au président de la République une COP, une Conference of Parties sur le digital et l'intelligence artificielle, parce qu'il faut qu'on réunisse les Chinois, les Américains, les Indiens, nous, les Africains. 1,2 milliard d'Africains qui sont connectés comme vous ne l'êtes même pas. Dans des villages sans eau, vous avez le téléphone qui marche, vous avez le médecin et la banque. Parce qu'eux sont passés de l'âge de pierre à l'hypermodernité sans état d'âme, dans la mesure où il n'y avait ni fric, ni infrastructure. Nous sommes riches et repus, et on a des années d'infrastructures qu'il est impossible de bouger. Donc nous avons tous ces outils, on ne les utilise même pas. Au Zimbabwe, vous transportez des poches de sang par des drones. Voilà où on en est. Donc nous sommes de vieux pays, je le répète, ça m'inquiète, parce que je pense qu'il y a toute l'intelligence du monde dans notre vieille Europe. La jeunesse est fantastique, il y a des ingénieurs passionnants et qui se font acheter, au lieu d'être 40 000 € en France, ils sont à 500 000 ou 1 million dans la Silicon Valley, difficile de lutter, avec tous les moyens technologiques pour faire. Bon, parfois au bout de 3-4 ans, ils reviennent parce qu'ils en ont marre d'être pressurés dans un système extrêmement froid.
qui ne regarde absolument pas ce qu'est l'humanité en soi. On est dans du business. On n'est pas dans du business, on est dans du business. On crée du buzz pour faire de la pub et augmenter son capital. C'est quand même un sacré système. Et quand on regarde comment fonctionnent les États-Unis, c'est un modèle à suivre ou à ne pas suivre, mais la DARPA, l'agence avancée de la défense américaine, qui est remarquable, qui fait des prothèses pour les amputés des guerres que l'Amérique a connues, qui sont tout à fait exceptionnelles, et qui travaille aussi sur des modifications cérébrales de main des soldats. La DARPA finance à millions de dollars les entreprises de la Silicon Valley, les petites comme les grosses. Google et Apple reçoivent des grants de la DARPA. Et puis de l'autre côté, vous avez Hollywood, qui vous embarque tout le monde dans les films fantastiques de science-fiction et les séries pareilles. Donc le complexe militaro-industriel et artistique américain fonctionne à 300%. Et nous inonde à la fois des images fantastiques, des grands délires des metteurs en scène et des scénaristes, et derrière la machine à cacher là. Et nous sommes, nous, on va mettre 100 millions, on va mettre 200 millions, 300 millions, quand ils mettent des milliards ou des dizaines de milliards. Et les Chinois font pareil, eux qui ont une vision totalement différente, vous savez, de l'homme. Le mot homme n'existe quasiment pas, l'individu en tout cas n'existe pas. Nous sommes dans une civilisation très différente qui a toujours été 10 fois plus nombreuse, toujours 10 fois plus nombreuse que la nôtre, et où le groupe est important, la famille est importante, mais l'individu n'a quasiment pas d'existence. Et je vous l'avais peut-être raconté la dernière fois, mais quand vous regardez un tableau chinois, vous avez donc une montagne énorme avec des arbres verts, des pins en haut, puis un peu de nuages, puis en bas une rivière tumultueuse sur laquelle il y a une longue barque toute noire, et un tout petit mec dans la barque avec un chapeau triangulaire, on ne voit même pas sa face. C'est l'homme dans le cosmos. Il est pris dans la totalité de la nature. La montagne représentant généralement l'empereur. Il fait partie du cosmos. Il ne le perturbe pas. Même s'il pollue, dans la tradition, il ne le perturbe pas. Quand vous regardez nos tableaux du XVIIIe, on a le roi, avec son sceptre, sa couronne, son hermine, vaillant, le bâtisseur de monde. Je vais détruire la nature, je vais corriger la nature pour faire ce que je veux d'elle. Et puis derrière le paysage, tout au fond, souvent un peu flou. Donc on est dans deux visions totalement différentes. Et il sera intéressant de se retrouver à terme. Je ne dis pas que nous ayons raison, il n'y a pas d'universalité européenne. Et si nous avons été le lieu où le capitalisme est né, qui nous a permis d'aboutir à ce qu'on passe de sujet du roi à citoyen de la République, avec les droits de l'homme dont je vous rappelle, très curieusement, que dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, on fait référence, on a aboli les dieux, on a aboli Dieu, mais on fait référence à l'être suprême. L'homme n'arrive pas à se détacher d'un absolu. C'est écrit dans notre préambule de la Déclaration des droits de l'homme. Donc nous avons eu ça, nous avons eu cette avancée fantastique grâce au commerce. Parce que c'est le commerce, quand on commerce, on n'a pas envie de tuer l'autre, puisqu'on ne pourra plus lui vendre. Donc le commerce vous oblige en partie à respecter, même si on a eu des guerres terrifiantes au XXe. Mais on voit bien que nous sommes dans ce monde-là qui, à partir du capitalisme, a permis la reconnaissance des droits de l'homme et la démocratie. Démocratie qui, vous le voyez tous les jours, est quand même assez chahutée aujourd'hui quand on voit les résultats à la fois du Brexit d'un côté et de l'élection qu'on a eue. C'est assez marrant de voir comment on tire un peu à la roulette. Donc tout ça impacte tout ce que je vous dis là, et qui provient de ces entreprises mondes, que je reconnais, qui sont admirables de capacité, admirables d'intelligence, admirables d'efficacité. Elles sont en train de nous faire des esclaves. Nous regardons tous les jours, dans tout ce que nous faisons, toutes les minutes. Ils savent que je suis chez vous, puisque j'ai mon portable. Donc on sait que je suis là. Et on sait que vous êtes là. C'est quand même agaçant. Je ne sais pas si vous pensez, moi ça m'énerve. Voilà. En même temps, j'ai 500 bouquins là-dedans. J'ai tous vos passants que j'adore, j'ai Dostoïevski, je les ai là parce que je lis avec mon petit, c'est pas besoin d'avoir un grand écran. En lisant les lettres blanc sur noir, c'est plus doux.
Donc j'ai toute la bibliothèque que je veux, j'ai le monde entier là-dedans, c'est une merveille. Je peux être connecté à mon médecin, je peux le voir en consultation. On a tout récemment, un jeune Français a mis au point un échographe. Il est gros comme ça. Une mini tablette iPad avec la petite sonde. Alors on va tous aller se regarder le ventre, on va devenir complètement hypochondriaque. Tous les jours, on va faire une petite enquête pour voir où on est, pouf, avoir 3 petits proutes, 3 petits machins par là, le poids aussi, ça va être terrible, terrible. Ça va augmenter nos consultations, ça c'est bien, mais ça va être épouvantable. Donc on voit bien qu'on a tous les outils qui peuvent nous servir, nous aider, qui nous permettent, nous, de soigner, de réparer l'homme, l'enfant et la femme blessés. Et on me dit, mais tu sais, pourquoi on n'irait pas à l'augmentation? Pourquoi, après tout, le Viagra, c'est de l'augmentation? Je réponds non, le Viagra n'est pas de l'augmentation. Le Viagra n'est qu'une drogue qui permet, pour ceux qui sont en difficulté érectile ou carrément impuissants, d'espérer être mieux. Et bien sûr qu'on peut l'utiliser si on est déjà en forme pour être encore plus vaillant, mais c'est plus une prescription médicale. Au départ, ça a été fait comme pour être un médicament. On me dit, mais la chirurgie plastique, c'est de l'augmentation. Je réponds non, c'est du rattrapage. Parce que si on se sent bien dans sa forme physique, du nez, des seins, des fesses, du ventre, de ce que vous voulez, on n'a pas besoin de passer par le bistouri du chirurgien. Donc c'est qu'il y a un manque. On me dit, mais la vaccination n'est qu'une activation d'un système immunitaire que nous possédons et dont on sait que quand on y injecte un corps étranger, il réagit. On n'est pas dans l'augmentation. Ce qui m'affole, c'est que, à la fois, on entend les discours d'Elon Musk, l'homme de SpaceX, de la voiture Tesla et autres, et de l'Hyperloop, qui, avec Bill Gates et Stephen Hawking, signent, il y a 1 an et demi, un appel à la limitation de l'intelligence artificielle, et créent une fondation à millions de dollars pour éviter qu'elle ne se développe trop, et en même temps, les voilà qui créent Neuralink, la boîte qui vous permet d'avoir une puce dans le citron. Donc, en nous disant, en pur transhumaniste, en disant, mais voilà, on va pouvoir se connecter tous, on va se retrouver dans un nuage rose, un cloud extraordinaire, où tous nos cerveaux barboteront pour se retrouver dans une félicité radieuse, une extase, voire un nirvana, j'en sais rien, mais on est dans la folie, parce qu'il ne pense que cérébral, c'est un ingénieur, un codeur. Il ne sait pas ce qu'est le biologique. Et le cerveau tout seul, vous savez, étant ici à l'Institut du cerveau de la moelle, je le suppose, c'est rien. C'est 1300 grammes de chair faite essentiellement d'eau et de graisse, s'il n'y a pas l'essence. Nous sommes nés des sensations. Et notre conscience vient des sens. De ce que l'on touche, de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de ce que l'on goûte, de ce que l'on sent. C'est à partir des sens les plus primitifs que peu à peu, par la complexification croissante, nous sommes arrivés à ce niveau de conscience qui nous permet de nous regarder nous-mêmes, de savoir qui nous sommes, où nous sommes et avec qui. Et donc, il est schizophrène. Elon Musk est schizophrène, à la fois. Il est prêt à créer une fondation pour empêcher que l'intelligence artificielle augmente, et en même temps, il veut nous mettre des puces dans le citron pour nous connecter par Wi-Fi et se retrouver tous. Et ça, je le refuse absolument. C'est la limite qu'il ne faut pas dépasser, parce que s'il me puce, c'est lui qui sera le patron. Il fera ce qu'il veut de moi, ou je serai l'objet de hackers, de pirates, qui viendront me dézinguer en me modifiant les circuits. Donc il est hors de question, si je suis considéré comme un être normal, je ne parle pas de ceux qui sont atteints par la maladie, et qui, bien évidemment, qu'un parkinsonien va en profiter. Mais la nature est très forte, parce qu'on sait que ces électrodes implantées, eh bien, peu à peu, les cellules gliales viennent, comme des petites méchantes, les entourer pour les empêcher qu'elles puissent être connectées avec l'extérieur. La nature a une puissance inimaginable, et ceux qui se pucent avec des petites puces RFID et tout ça, là, régulièrement doivent les changer, parce qu'une coque se forme. La nature se défend, elle déteste qu'on la viole. Et tant mieux. Moi, ça me fait plutôt plaisir. Tant mieux. Donc, entre le passage de l'utilisation de ces outils numériques, informatiques, prodigieux, pour la réparation de l'homme, et l'utilisation chez l'homme dit normal, je mets une limite. Alors on me dit, mais
qu'est-ce qu'est l'homme normal? Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'homme ni de femme normaux. Nous sommes tous différents. Il y a 7 milliards 500 millions d'êtres qui sont véritablement tous différents. Donc il n'y a pas de normalité humaine. On a tous, même si on se pense sain d'esprit et de corps, on a tous des manques. Donc jusqu'où irons-nous? C'est là où est la faille, et j'ai du mal à répondre à cet argument-là. Parce qu'on dit, oui, tu es prêt à tout utiliser pour réparer, mais tu ne veux pas augmenter, alors qu'on ne sait pas si tu es normal ou pas. Et c'est un vrai débat philosophique, éthique, qui va s'instaurer, je pense, à ce sujet. Jusqu'où pourrons-nous aller dans l'acceptation de ces technologies et qui nous permettent d'être mieux? C'est vrai que quand vous regardez la Google Car, je vous rappelle qu'en 1980, il y avait 18 000 morts sur la route en France par an. On en est à 3 500, 3 400. Probablement, on réduira à moins d'une centaine les morts lorsque les voitures automatiques seront toutes remplacées, celles que nous conduisons. Dans 20 ans, nous serons interdits de conduire, parce que nous sommes les êtres dangereux, parce qu'on est inattentif, parce qu'on s'endort, parce qu'on est bourré, et parce qu'on prend son portable pendant qu'on conduit. On le sait, puisque nous sommes à 94% responsables des accidents de voiture. Donc nous serons interdits de conduire. Ceux qui voudront conduire paieront des assurances bonbons pour le faire. C'est une évidence. Alors on ira peut-être plus lentement, mais plus sûrement. On reviendra à la brouette et puis peut-être à la charrue. Il y a certains paysans qui retournent à la charrue en étant tout contents avec la main de tirer l'arrière, avec la femme qui elle venait de prendre le harnais. Donc, non mais pour vous dire que on est mal, on est très très mal. Nous n'avons pas aujourd'hui, je dirais, de fil directeur pour savoir où aller et où positionner l'utilisation de ces technologies merveilleuses et détestables à la fois. Le bon Dieu et le diable en même temps. C'est cela qu'il faut bien comprendre. Et peut-être que dans ce cadre, quand même, notre vieille civilisation, notre vieil humanisme européen peut ressurgir. Encore que, on va nous dire, oui, c'est bien gentil. Regardez ce qui se passe, comme toujours, une innovation, l'Amérique la développe, la Chine la copie, et l'Europe la régule. Très bien, probablement, mais c'est notre rôle. Et on va dire, oui, vous faites ça pour nous empoisonner. Et je suppose que les patrons de Google, de Facebook, d'Apple, de Microsoft et de autres IBM, vont éroder en disant, c'est bien gentil ce que vous faites, mais bon, allez, réunissez-vous, voyez quelques éthiciens, et puis vous nous passerez la copie. Si encore vous aviez de quoi vous battre et pour qu'on puisse échanger entre boxeurs, mais là, effectivement, nous n'avons rien à proposer, sauf de l'intelligence à terme, mais nous n'avons pas de quoi nous battre aujourd'hui contre eux, et ce qui va être difficile. Et si je vais encore plus loin, je me dis, mais je voyais très récemment que Christophe Froome, le gagnant du Tour de France, du Tour d'Italie, vient de se faire moucher comme étant positif au Tour d'Espagne. Donc, on sait qu'on interdit les anabolisants dans les Jeux Olympiques, dans toutes les compétitions internationales. On interdit les combinaisons qui ressemblent à la peau de requin et qui rendent le flux, qui est juste à côté de vous, plus laminaire. C'est interdit. Et on accepterait des anabolisants numériques. Là encore, on est schizophrène. D'un côté, on refuse d'être augmenté chimiquement pour gagner des parties, et en même temps, on accepterait de l'être numériquement. Donc on n'est pas bien dans notre tête. Il y a un truc, il y a le cerveau gauche qui ne correspond pas, qui ne connecte pas avec le cerveau droit. Il y a un truc qui se passe. Nous sommes je dirais, des dézingués de ce qui peut se passer en la matière. Comment se fait-il qu'en matière sportive, on refuse? C'est normal, parce qu'à ce moment-là, on va mettre des petits moteurs électriques dans les moyeux des coureurs du Tour de France, on va rajouter des petits systèmes qui vont faire aller les scores plus vite. Bref, on peut tout rajouter, mais ce n'est plus l'homme qui est en compétition, c'est la machine à ce moment-là. Ça, on peut faire des Jeux Olympiques de robots, ça m'amuserait beaucoup. Ça serait très passionnant de voir comment ils arrivent à courir plus vite, à sauter plus loin, à envoyer des poids à 300 mètres, les javelots à 1 km, pourquoi pas. Ça m'intéresserait. Mais de nous mélanger avec la machine pour augmenter nos capacités physiques, non. Et nos capacités cognitives non plus, parce que nous restons dans ce domaine, je dirais, le plus trivial, qui est du quantitatif.
On s'occupe de quantité, on s'occupe de QI, on s'occupe de mégabits, de pétaflops, c'est tout ce qu'on fait. Ce qui représente, je vous l'ai dit, une infime partie de notre existence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la densité d'être. Est-ce que je suis capable d'aimer plus? Est-ce que je peux me retrouver et partager avec d'autres plus fortement, plus intensément? Est-ce que mes émotions pourraient être augmentées? Elles, oui, comme ça, parce que je partage, parce que je serre dans mes bras quelqu'un. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est cela notre humanité. Et si vous regardez, et je pense que nous gagnerons la partie, mais encore faut-il être alerté de ce qui se passe. Nous gagnerons la partie, pourquoi? Parce que je ne vois pas, à terme, une intelligence artificielle la plus humanoïde qui se tiendrait debout face au char de Tiananmen. Je ne vois pas une intelligence artificielle humanoïde la plus aboutie qui, comme Antigone, enterrera son frère Polynice, considéré comme traître par Créon, et donc elle risquant d'être emmurée ce qu'elle fut. C'est ça, notre humanité. C'est d'aller au sacrifice pour un idéal. Et là, je ne vois pas la machine avoir des idéaux. On me dit qu'elle va se mettre à penser, qu'elle va se mettre à avoir des émotions. Quand on discute avec ceux comme les qui sont des sérieux, ils nous disent l'intelligence artificielle forte, on verra. C'est des grands mots. On nous emmène encore en avant pour nous faire rêver et nous faire acheter. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Il y aura bien évidemment un jour une limite. Une limite à la puissance des machines, même si on s'oriente vers des ordinateurs quantiques qui seraient capables de ne plus travailler entre 0 et 1, entre oui et non, mais avec le peut-être le plus ou moins, mais ils ne feront jamais le pourquoi pas. Et ça, c'est nous. Donc nous avons une avance considérable. Nous avons des millions d'années de génétique qui sont là, qui nous ont construits peu à peu. Nous avons muté en permanence et nous retrouver comme immortels, comme le voudrait Raymond Kurzweil, qui avale 30 pilules par jour pour essayer de ne pas mourir et qui a cryogéné son père en espérant le ressusciter. Ce type est fou, il faut le dire, il est complètement fou. Mais il ne fait pas rire du tout, parce qu'il est écouté en plus. Comme quoi, il y a des savanaroles partout. Et donc il est là, et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait, l'immortalité, à quoi ça sert? Si je me retrouve tel que je suis dans 1 million d'années, vous mesurez l'évolution de l'univers autour de moi, qui aura continué, moi je vais me retrouver, je vais totalement paumé. Nous ne sommes que des passeurs de vie. Nous naissons, nous grandissons, nous commençons à dépérir dès que nous sommes en âge de procréer, très tôt. Et nous passons. Et c'est peut-être cela qui est le plus beau chez nous, c'est parce que cette mort n'est pas quelque chose de malsain. On la vit dans l'Occident qui est le nôtre, à travers, l'excellent catholique qui est les nôtres, à travers un Christ en croix flagellé qui a monté le Golgotha en tombant 3 fois, en portant sa croix. On a cette vision très mortifère de la mort. Et la mort n'est qu'un passage. Et quand vous voyez les personnes que l'on accompagne en médecine qui nous disent « j'ai fait mon temps, voilà, j'ai fait ma vie, c'est plus à moi, c'est aux autres », il y a quelque chose d'extrêmement réconfortant dans une mort qui est plus adoucie. Donc il va falloir que l'on pense à cela aussi. Nous sommes des êtres mutants. Et les petits moustiques qui ont 250 millions d'années, bien plus vieux que nous, eux mutent tout le temps, parce qu'ils changent tout le temps, ils vivent 3 semaines. C'est ça la vie. Nous passons à des autres qui ne sont pas les nôtres. Or, on aimerait demain faire des enfants à nous. Vous pouvez déjà acheter à Los Angeles des petits... Vous pouvez commander de quoi avoir un enfant génétiquement qui ait les yeux de telle couleur, les cheveux de telle couleur, telle taille. On va aller à la couleur de la peau, à la capacité cognitive, à la capacité physique. On va demain génétiquement être capable de faire des choses. Parce que ce ne seront pas des enfants qui sont différents de nous, ce seront des choses. On va réifier la personne humaine en faisant ce que l'on veut d'elle. Et je vois ce qui se passera quand la fille de 18 ans que j'aurai conçue à ce que je veux, qui sera brune avec des yeux verts, me dira « Papa, je te fous un procès parce que je voulais être blonde avec des yeux bleus. » Et elle ira le faire, parce que c'est moi qui aurais décidé d'elle. Donc, on est face à ces problèmes-là, qui sont des problèmes pas du tout du futur, des problèmes d'aujourd'hui. Génétiquement, on va y arriver. Mécaniquement, on peut augmenter. C'est vrai qu'on peut se rajouter du shoot électronique
dans le cerveau. Et c'est vrai que quand on regarde les artistes, ce sont souvent, il y en a un qui vient de mourir, notre Johnny, ce sont souvent les plus déchirés, les plus alcoolos, les plus drogués, qui vous sortent les pages et les musiques les plus fabuleuses. Ça veut dire qu'ils sont aussi sortis, et qu'ils ont travaillé, que leur cerveau était travaillé par des circuits imaginaires, parfois dangereux. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué de savoir, je le répète, et pour en revenir à ce que je vous disais et terminer en échange, ce qui est compliqué, c'est de savoir ce que l'on peut appeler une norme humaine, et savoir jusqu'où nous allons aller dans l'agression de cette norme, au prix de quels instruments, et pourquoi faire finalement. Dans quel but pourrions-nous être augmentés si ce n'était, quand on regarde, d'être sous l'emprise de systèmes qui pourraient devenir totalitaires, la digitocratie, qui nous guiderait comme des petits malins, alors que tout ce que nous avons à faire, je le pense, et en médecine c'est évident, et je crois que dans les autres domaines c'est pareil, c'est-à-dire que nous sachions, nous apprenions à utiliser ces outils exceptionnels d'aide, bien évidemment, et qu'ils soient là pour nous servir, et surtout pas pour nous asservir. Je vous remercie.